Au Canada, la criminalité a diminué de 17% au cours des 6 premiers mois de la pandémie, selon une analyse de Statistique Canada. En revanche, pour la même période, le nombre d'interventions afin de vérifier le bien-être des individus, également les problèmes de santé mentale et les crises familiales, a augmenté de 8%. À Montréal, depuis plusieurs années, on prend la décision de miser sur les actions communautaires et la mobilisation citoyenne afin de veiller à la prévention des actes de criminalité. Mais en temps de pandémie, alors que la situation est beaucoup plus difficile, à risque d'isolement, les problèmes de détresse, de santé mentale, également l'augmentation de la violence familiale, la violence conjugale, qu'en est-il? Comment faire pour aider les gens à prévenir la criminalité et à vivre dans un quartier en sécurité? Pour en discuter, je rejoins Joanne Daigle, qui est directrice à Prévention Pointe-de-l'Île. Alors, bonjour, Madame Daigle. Bonjour. Alors, Prévention Pointe-de-l'Île, le nom l'indique un peu, vous travaillez à la pointe de l'île de Montréal, dans l'Est, ce qui recouvre en fait grossièrement les arrondissements Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et également la ville de Montréal-Est. Par vos différents programmes et services, en fait, vous visez à prévenir la criminalité afin d'offrir des lieux sécuritaires dans le quartier. Et j'aurais envie de vous commencer en vous demandant un peu qu'est-ce que la prévention? C'est un mot qui est facile, mais comment mettons en application la prévention dans vos manières de faire, par vos actions que vous faites à Prévention Pointe-de-l'Île? Oui, ben la prévention, effectivement, c'est très large. Nous, en tout cas, dans la façon qu'on a de la développer, on a commencé, entre autres, par le programme Tandem, que vous voyez, qui est un programme de la Ville de Montréal. En fait, on part, le but, c'est de partir du citoyen et Oui. de son environnement. Et après ça, de regarder, d'adapter, dans le fond, les choses aux situations qui pourraient être potentiellement dangereuses. Mais aussi, un des éléments qu'on se rend compte en prévention, c'est qu'on travaille autant sur le sentiment, le senti, que sur les éléments réels de la sécurité, parce qu'on sait quand même que la Ville de Montréal est une ville sécuritaire, Oui. bien que ça n'empêche pas tous les éléments entourant le citoyen, son environnement, ce qui est autour, ce qui se passe, les médias, les gens qui sont autour d'eux. Fait que c'est tout ça. Le but, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre de un et de partir du citoyen pour essayer de lui donner tous les outils nécessaires pour avoir un sentiment de compétence puis de pouvoir prendre en charge sa propre sécurité. Et là, depuis, dans l'élan, en fait, en mars 2020, donc depuis un an, s'était organisé au début de la crise sanitaire plusieurs cellules de crise un peu à travers Montréal, mais à travers le Québec également, où différents acteurs, autant sur le milieu de la santé, de la politique, également du milieu communautaire, se rejoignaient en mode virtuel, bien sûr, pour réagir à la crise là, qu'on était en train de vivre, qu'on est encore dedans, bien entendu. Et vous, je sais que vous et votre équipe, en fait, est allée prêter main forte, avez un peu détourné vos activités au début. Vous allez pouvoir nous en parler, mais j'ai aussi envie de vous poser la question, à quel moment prend-on la connaissance, en fait, que cette situation qu'on vit va être notre normalité pour les prochaines années et qu'il faut aussi revenir à nos actions, à notre mission et adapter, en fait, nos services. Donc, en résumé un peu, comment ça se passe à Prévention Pointe-de-l'Île depuis un an? Oui, c'est une grosse question. En Oui. fait, ça se passe, c'est en fait ce qui a tenu notre cerveau bien occupé parce qu'on n'avait pas un portrait de comment ça allait être. Oui. Donc, on le vivait au moment réel. Ça a été plusieurs phases, en fait, c'est ce que je veux dire. Tu sais, la première vague, quand c'est arrivé, les écoles ont fermé. Nous, on a toute une équipe qui faisons de la prévention dans les écoles. Mhm. Les résidences, on pouvait plus y aller. On a toute une équipe qui fait ça. Donc, dans un premier temps, c'était de voir c'est quoi les besoins. Tout le monde se retrouve complètement coupé de tout en peu de temps. Donc Oui. ça a été la première phase et on a réagi à cette phase-là en mettant en place certaines actions. Par contre, après ça, on pensait que c'était pour un court laps de temps. Tout à fait. Puis effectivement, on n'a jamais réalisé, je peux dire que je réalise maintenant qu'on va vivre avec, puis on peut mettre des choses permanentes en place parce que jusqu'à aujourd'hui, on est encore en situation de crise qui allait se terminer sous peu. Mhm. T'sais. Donc, on commence à réaliser qu'il va y avoir des choses à long terme et tout, mais il y a quand même eu des grandes phases comme la première vague.
Après ça, il y a eu la période estivale où ça a été un autre réajustement parce qu'il y avait d'autres réalités, d'autres mesures de la santé publique, d'autres besoins qui émanaient de la communauté qui étaient différents. Ensuite de ça, il y a eu la troisième vague, que là, la deuxième phase après décembre, où là, on était reconfinés et Oui. tout. Là, ça a été vraiment, là, on a commencé à sentir que c'était plus permanent. Il y a des choses, en tout cas, qui resteraient, comme la fracture numérique, comme, tu sais, il y a des éléments qui resteraient, que ça laisserait des traces. Donc, présentement, on travaille autant là-dessus que sur la crise, finalement. Fait que c'est ça. Il y a eu vraiment plusieurs phases, beaucoup de réajustements, puis on ne savait pas combien de temps. Donc, je pourrais dire que c'est maintenant qu'on commence à se dire qu'il y a des choses qui vont rester, puis c'est ça. Alors, vous avez différents programmes, services et activités, en fait, que vous offrez à Prévention Pointe-de-l'Île, entre autres. J'aimerais peut-être qu'on commence par parler de Tandem et Prévention Montréalais, en même temps présenter un peu votre organisme par la même occasion. Parfait. Donc, oui, l'organisme, c'est la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles, qui est un organisme de loisirs et qui, depuis plus de 30 ans, sont allés chercher le mandat en sécurité urbaine pour le programme de la ville Tandem. On collabore naturellement avec tous les autres bureaux Tandem sur l'île de Montréal avec le regroupement. Et ensuite de ça, la ville de Montréal-Est qui s'est défusionnée entre-temps parce que moi, ça fait 15 ans que je suis à l'organisme. Donc, on desservait le territoire. Après ça, on ne le desservait plus. Donc, on a fait aussi une entente pour qu'il y ait un programme de prévention en sécurité urbaine pour Montréal-Est aussi. Au fil des années, moi, ça fait 15 ans que je suis à l'organisme, on s'est rendu compte aussi que la prévention, c'était très important, mais on se retrouvait souvent dans des situations où on devait intervenir parce que on pouvait pas dire aux gens, non, excusez, là, nous, on est juste prévention quand il y a des situations qui arrivaient. Donc, on a élargi, on a un travailleur de rue maintenant, on a une équipe d'intervention de milieu et tout. Et c'est pour ça qu'on a créé Prévention Pointe-de-l'Île, en fait, qui est un des volets de l'organisme, où il y a le programme Tandem Montréal-Est, les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu et tous les services en sécurité urbaine. Puis justement, j'ai envie de vous rattraper un peu là-dessus. Vous avez mentionné, vous avez des travailleurs de rue. C'est un mot qu'on entend souvent, mais si on ne travaille pas dans le milieu de l'intervention ou dans le milieu communautaire, ça peut sembler un peu nébuleux. Qu'est-ce qu'un travailleur de rue, justement? Qu'est-ce qu'ils font? Les travailleurs de rue, c'est des travailleurs vraiment de proximité et travaillent principalement avec les gens qui sont en marge. Donc, ça veut dire des gens qui, parfois, qui ont décroché de l'école ou qui ont de la difficulté avec le logement, qui ont de la difficulté à bien fonctionner en société, finalement, ou qui ont des problématiques en lien avec la délinquance, la violence et tout ça. Donc, problématiques familiales, consommation, là, il y a plusieurs effets. Et le but, c'est vraiment d'être là, mais dans une approche de réduction des méfaits, dans le fond. Donc, on n'est pas là pour aider les gens à s'en sortir. On est là pour accompagner les gens là où ils sont, puis là où ils veulent aller. Fait que c'est vraiment l'optique de... on fait pas de l'intervention, on les amène pas à s'en sortir. Là. On est vraiment en accompagnement, en proximité avec les gens les plus vulnérables. Et qu'en est-il, en fait, en temps de pandémie, avec toutes les mesures sanitaires, le confinement et depuis janvier, le couvre-feu, comment peut s'organiser, en fait, le travail de rue et quels sont les enjeux que vos intervenants rencontrent sur le terrain? Bien, le plus gros enjeu, c'est la rupture avec la communication, que ce soit en travail de rue, que ce soit en travail de milieu, que ce soit en prévention, dépendamment des programmes. Bien, quand les écoles sont fermées, on n'a plus accès aux élèves. Quand les résidences, on ne peut pas rentrer, on n'a plus accès aux aînés. Puis le travailleur de rue, mais quand les gens n'ont plus le droit d'être dans la rue, ils ne peuvent pas aller les retrouver non plus. Donc, on se retrouve, nous, à savoir, parce qu'on a quand même des liens de confiance à développer, donc on a gardé des liens. Donc, on sait nos gens en grande situation de vulnérabilité sans pouvoir intervenir, parce que c'est sûr que la plupart de nos actions, à part le travail de rue, se font en groupe. Donc, que ce soit pour briser l'isolement, pour entrer en contact, pour avoir des prétextes d'intervention, presque tout se fait en groupe.
Donc, présentement, on est chanceux. Dans la phase actuelle, les écoles, c'est encore ouvert, puis ils nous ouvrent les portes parce qu'il y a des grands besoins. C'est Donc, on ça. peut travailler à cet effet-là. Mais pour plein d'autres volets, on le fait en numérique, on essaie de le faire autrement, on le fait au téléphone, on a mis des lignes d'écoute et de référencement en place, on a fait de la livraison de denrées alimentaires dans la première vague. On prend tous les prétextes possibles pour être en contact avec des gens en situation de vulnérabilité pour pouvoir être là et les soutenir, mais on est loin d'être au maximum de la mission ou des choses qu'on peut faire. Non, c'est ça exactement. Et là, vous le mentionnez, en fait, il y a certains de vos programmes qui visent plutôt des ateliers dans les écoles. Depuis septembre, vous avez donc pu reprendre, pouvoir rentrer en fait dans les écoles et continuer vos ateliers, c'est ça? Oui, exactement. La demande est grandissante. En fait, là, on a Ah même oui. embauché pour ce volet-là parce que on sent quand même là, qu'il y a une certaine détresse puis un besoin de discuter de ces choses-là. Puis de garder la vie aussi, là, parce que la vie arrête pas l'adolescence, elle se vit quand même, puis avec d'autres enjeux, puis les enjeux de violence comme on voit aussi à Montréal, tu sais, ces choses-là ne cessent pas mais les services sont plus difficiles, puis les approches, donc c'est un défi de tous les jours. Et puis, comment ça se passe un peu sur le terrain? Parce que vous le disiez, hein, bon, la pandémie affecte tout le monde, c'est difficile pour plusieurs personnes, mais les jeunes, on leur demande beaucoup, pareil, hein, couper de l'école, couper de leur milieu social ou juste en classe bulle pendant une longue période, les 3, 4 et 5e secondaires à mi-temps en présentiel et à la maison. Justement, à Jeunesse J'écoute, qui est pan-canadien comme service, ils ont enregistré une hausse de 112 en 2020 comparativement à 2019. Donc, comment vous évaluez la situation sur le terrain pour les jeunes, justement? Ben, en effet, c'est comme si on demandait aux jeunes de plus être jeunes parce que toute la socialisation fait partie de leur apprentissage. Ils sont dans Mhm. cette phase-là. Donc, je pense que c'est d'autant plus difficile pour les jeunes, mais je dirais aussi que c'est d'autant plus difficile pour toutes les personnes qui avaient déjà des situations de vulnérabilité au Oui, préalable. Quand je parle de situation de vulnérabilité, je vais parler entre autres de moyens financiers, ne serait-ce que pour s'isoler dans une maison quand on est 5 avec la COVID, on n'a pas les mêmes moyens qu'une maison qui a 2 salles de bain et tout. oui. Donc, c'est les inéquités sociales finalement ressortent énormément. Puis, tout le filet social, que ce soit autour des jeunes, avec les intervenants scolaires, avec les intervenants autour des écoles, avec et les aînés, la même chose. Fait que tout le monde souffre énormément de ce manque de filet social, de socialisation et tout. Puis les jeunes sont dans cette phase d'apprentissage-là, donc c'est encore plus marqué. Et justement, vous avez des gens qui travaillent, qui sont des travailleurs de milieu, comme qu'on appelle, donc qui travaillent dans certains milieux pour favoriser, comme vous le disiez, le filet social, la vie communautaire, entre autres. Quels sont les enjeux auxquels vous devez, que vos intervenants doivent s'adresser depuis un an dans ces milieux? Ben, les gens, ils ont envie d'être en personne Mhm. et si on les appelle, ils vont avoir le goût de nous parler, mais si on leur demande de se brancher pour avoir un sentiment finalement de garder la socialisation, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas du tout la même réponse. Ah Fait non. que les gens, ils ont pas envie de faire ça. Ils nous disent oui, mais ils le font pas. Fait que ce qu'on peut rejoindre, c'est par téléphone ou encore en personne, vraiment, là. Fait qu'on essaie de trouver des moyens judicieux pour être 2 par 2, pour être dehors, mais c'est vraiment à ce niveau-là là, qu'on peut réorienter un petit peu nos choses. Mais les Donc, besoins sont là, la socialisation, les gens y oui. ont besoin. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans les gros immeubles, les gens vont pas respecter nécessairement. Ils vont aller rendre vont aller rendre visite, pardon, Oui. à leur voisinage quand même et tout. Donc, les mesures sont vraiment pas respectées. Dans Donc, il y certains, a quand même, est-ce que vos intervenants dans les milieux doivent justement jouer un rôle de communication, essayer de bien faire comprendre les différentes mesures qui sont mises en place depuis un an? Oui, absolument. On essaie de faire passer le message des mesures, mais aussi d'écouter puis d'essayer de trouver des solutions Oui. adaptées à chacune des personnes. Surtout d'être là, tu sais, on peut pas être là en groupe, on peut être là individuel, donc c'est ce qu'on essaie de faire.
Donc là, depuis le début, en fait, on mentionne tous les problèmes de se rencontrer, mais ça, c'est évident un peu, mais de la fracture numérique. Les gens, comme vous dites, ne sont pas nécessairement intéressés à avoir des activités de manière virtuelle. Est-ce que vous parvenez à rejoindre la même clientèle qu'avant ou vous sentez que vous en échappez à travers la situation actuelle? Oh non, on en échappe énormément. Ah oui. On en échappe qu'on va croiser, par exemple, à l'occasion, puis qu'on peut prendre connaissance de toute l'ampleur du problème, de l'isolement que les personnes vivent, de l'augmentation des consommations, de plein de choses comme ça, de complet arrêt ou diminution des filets sociaux puis des réseaux sociaux. Mais on en échappe énormément. Je dirais que c'est pas scientifique, mais qu'on peut rejoindre à peu près 30 des gens qu'on rejoignait avant. C'est quand même assez marquant, en effet. Hem, En terminant un peu, parce qu'on arrive au bout de l'entrevue, ça fait un peu plus d'un an que la crise sanitaire a été donc déclarée au Québec et évidemment au Canada par la même occasion. On en est vraiment qu'au début des constatations de ce que la pandémie va amener, mais de votre côté, de ce que vous sentez aussi dans la communauté, comment on peut se relever socialement des différents impacts? Parce que au-delà du virus, au-delà des impacts physiques et en santé que ça crée, il y a vraiment des fractures qui se créent en fait dans la société. On en a discuté. Est-ce que vous craignez que les conséquences sociales de la pandémie soient vraiment à long terme? Oui, moi, ce que je crains, c'est qu'on mette plusieurs années à refaire, rebâtir et recréer le filet social qu'on appelle, dans le fond, que ce soit, on a gardé quand même entre organismes, avec les cellules de crise et tout, Oui, on a été capable de garder quand même une lecture commune, une vision, une complémentarité. Ça, c'est l'élément positif quand même. oui. Mais au niveau des gens, il y a quand même beaucoup une crainte, il y a quelque chose, une solitude qui s'est installée. Bon, il y a vraiment des choses à rebâtir et à recréer. Puis, au-delà des financements qui, quand même, sont assez abondants présentement, moi, ma principale crainte, c'est dans la continuité, dans la continuation, puis c'est au fil des années, là. Qu'il va falloir être à l'affût, qu'il va falloir rester vraiment très alerte des différentes difficultés, autant pour les jeunes qui vivent des perturbations dans un milieu assez particulier de leur vie, mais également peut-être ces gens-là qui vont peut-être prendre un mauvais chemin, malheureusement, à cause que l'encadrement, ou encadrement dans le sens l'aide possible n'est plus présent. C'est ça, j'en Oui, comprends puis pas. les jeunes avec l'école et tout, la démotivation qu'on a pu remarquer, mais ça aura des conséquences sociales. Oui. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont se prendre en main puis que ça va réussir, mais ceux qui avaient déjà plus de difficultés, ils vont se ramasser quand même dans des situations de précarité qui peuvent amener à des éléments là, au niveau de la sécurité, de l'insécurité, de la délinquance et tout, qui vont être en augmentation, en plus de l'anxiété, en plus de la consommation qui a augmenté, puis tout ça. Mm. Beaucoup de travail dans les prochaines années. C'est ça, tout à fait. C'est pas parce que la pandémie va être terminée que ses conséquences ne se feront plus sentir. Alors, Joanne Deck, directrice prévention Pointe-de-l'Île, merci d'avoir été avec nous. Si on veut avoir des informations sur votre organisme, on peut se rendre sur préventionpdi.org. Également, vous suivre sur Facebook ou vous contacter au 514-645-5328. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et moi, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir d'autres épisodes de vos nouvelles en bref en temps de pandémie afin de rester informé de vos nouvelles communautaires. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.